vendredi 21 mars. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour le Grand Prix de Chine 2025 et dans quelques minutes, vous aurez la chance d'entendre le plus d'informations possible pour que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Mais avant de débuter par l'actualité dans le monde de la Formule 1, permettez-moi de vous rappeler que le F1 Podcast est maintenant une présentation de Décœur Incorporé, une entreprise dans le domaine des escaliers, une entreprise québécoise qui fabrique sur mesure et qui vous offre un service humain, que ce soit pour la conception d'escaliers ou pour l'achat de matériel. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur en ce vendredi. Il est le descripteur analyste des courses de Formule 1 pour la chaîne du GTCQ.tv. Il est aussi un pilote de la division élite pour un ami du F1 Podcast, c'est-à-dire la team FSR. Comment ça va, François Goulet? Encore une fois, très bien, Martin. Merci encore pour l'invitation. Ben, je suis content que tu es là. Puis en plus, on a notre deuxième week-end de course déjà. On a eu un bon premier week-end. Je pense que ça t'a plu toi aussi pour avoir échangé. Oui. On a eu pour notre argent. On continue dans la même grille horaire qui est pas facile avec celle de la Chine. Je dirais qu'elle est encore moins facile que celle du Grand Prix d'Australie. On avait aujourd'hui une première séance d'essai libre. On a aussi eu la qualification au sprint. Mais avant qu'on commence à décortiquer un peu tout ça, je voulais quand même prendre un temps pour parler de l'actualité dans le monde de la Formule 1, comme c'est l'habitude au F1 Podcast. Et malheureusement, dans l'actualité, des fois, on a des bonnes, mais on a aussi des mauvaises nouvelles. Ça fait partie de ça. Et puis, on a eu... ben, t'as été attristé, toi aussi, bien sûr, là, parce que n'importe qui est de près ou de loin de la Formule 1 avait une opinion, avait été frappé par Eddie Jordan à un certain moment, que ce soit par le design de ses voitures, lorsqu'il avait son écurie qui portait son nom, que ça a été par ses commentaires après ça. Il a toujours été coloré par ses podcasts, donc toutes ces choses-là. Donc, Eddie Jordan, toi aussi, en tant que puriste de course automobile, ben, j'imagine que ça t'a affecté un peu de savoir son départ à l'âge de 76 ans hier. Oui, ben en fait, j'ai été surpris, mais je n'étais pas au fait qu'il combattait un cancer. Tu sais, on Mhm. l'avait vu comme maigrir un peu, mais moi, personnellement, je le voyais. Je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose, mais qu'il combattait un cancer et qu'il en mourrait, je m'étais pas tenu au fait de ça. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas vu Eddie Jordan, justement, dans le giron de la F1. La dernière fois que j'ai entendu parler d'Eddie Jordan récemment, c'est lorsqu'il avait aidé Adrian Newey à négocier son contrat avec Aston Martin. Donc, ça fait quand même plusieurs mois. Mais oui, très déçu d'apprendre la mort d'Eddie Jordan, 76 ans. Maintenant, 76 ans, c'est jeune, hein? Donc, c'est une personne que je m'attendais encore à voir autour de- du- des paddocks de F1 encore pendant longtemps. Donc, très attristé là, de savoir ça, qu'il est parti. Ben, c'est ça. Pour les gens qui ne le connaissent pas, Eddie Jordan, oui, bien sûr, il y a eu l'écurie Jordan qui portait son nom. On peut dire qu'il y a même encore une partie de son héritage qui est sur la grille de départ, puisque Aston Martin est une écurie qui a été reprise, qui a eu plusieurs noms depuis, mais qui a encore à l'essence même l'écurie Jordan. On utilisait même des installations qui dataient de cette époque-là, là, il y a jusqu'à tout récemment. Là, j'attends qu'on décide du côté de Lawrence Stroll de faire cette nouvelle usine-là à la fine pointe de la technologie. Euh, pour pour donner une signature à ça, donner un clin d'œil à ce que Eddie Jordan a apporté au sport, ben, d'une certaine façon, ce qu'on a trouvé à faire chez Aston Martin, c'est d'ajouter un trèfle sur la voiture qui est assez bien visible sur les côtés. Eddie Jordan, c'est un Irlandais, donc on est allé comme ça pour conserver un peu sa mémoire. Je pense qu'on va se rendre jusqu'à la fin de la saison avec ça. Du moins, c'est là pour ce week-end-ci. Donc, si vous vous apercevez ça sur les Aston Martin, pour vous n'avez pas de questions, c'est en mémoire d'Eddie Jordan. C'est aussi quelqu'un que, par l'entremise de son écurie, a donné la chance à plusieurs grands noms. Le plus grand des noms, eh bien, c'est Michael Schumacher. Puis Michael Schumacher, ce qui est intéressant de ça, c'est on se rappelle souvent de Eddie Jordan et de Michael. Pour certains, peut-être même ils ont oublié, puisqu'il a seulement fait une course avec. Hein. Ça avait fait toute une Ouais. controverse, une histoire de contrat. Il se l'était fait arracher après ça par l'écurie Benetton. Donc, tout ça
ça avait fait toute une grosse histoire. Puis là, c'est là que la phrase célèbre était, quelqu'un avait dit dans ce temps, de mémoire, c'était Ron Dennis qui avait dit à Eddie Jordan, ben, bienvenue dans le monde des piranhas, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, là. Tu sais, si tu protèges pas tes arrières, ben, aussitôt que tu as quelque chose de bon, que tu as du succès, ben, il y a quelqu'un qui va essayer de te le prendre ou de te le faire enlever. Puis c'est ce que Eddie Jordan avait appris à la dure, malheureusement pour lui. C'est drôle un peu, ben, drôle dans les circonstances que on parle beaucoup de lui par son décès. C'est une triste nouvelle, mais j'avais un ami qui me posait la question il y a environ 1 ou 2 semaines, il parlait de l'écurie Williams, puis il me disait et on en voit-tu encore? Y avait-tu beaucoup d'écuries comme ça dans le temps que ils ne sont pas affiliés avec des constructeurs automobiles? C'est pas des noms comme Ferrari ou même McLaren, qui est devenu un constructeur par la force des choses, a été en course automobile avant de devenir un constructeur. Donc, tout ça, je dis donc, ça a été une époque où ce qu'on a eu ça, puis je nommais justement l'écurie Jordan, comme quoi qu'il y a eu cette époque-là où ce que les gens, on se rappelle aussi de l'écurie Prost, Mhm. l'écurie Stewart. Stewart. C'est ça. Fait qu'il fallait quand même assez courageux pour se lancer dans un monde comme ça, avoir les moyens, trouver les sous, déjà rasé de faire passer très près de la faillite à plusieurs reprises à Eddie Jordan, tout ça pour l'amour du sport. Donc, tout ça, là, c'est quelque chose qui s'est perdu, puis on reverra jamais ça, là, des écuries indépendantes comme ça. Tu sais, oui, on a Haas en Formule 1 qui survit, mais qui est quand même, c'est tout un emblème de sport automobile dans plusieurs séries, là, de vraiment un gars tout seul qui se passe son écurie à son propre nom. C'est assez intéressant là, quand on regarde ça, ce qu'Eddie Jordan avait fait là, dans la même lignée que les Frank Williams et tout ça. Là. Ben oui, ben, en même temps, la différence avec Haas, c'est que Haas, c'est une grosse compagnie. C'est ça. Donc, il y a, il y a, il y a C'est il une y a des fonds corporation. derrière. C'est une Tu sais, corporation ouais, de c'est course ça. automobile. C'est ça. Eddie Jordan, c'est un des derniers grands indépendants à avoir eu du succès à une Mhm. époque où beaucoup de gens se sont, on va dire en bon québécois, se sont plantés. Donc, pour ceux qui connaissent un peu moins Eddie Jordan, lui, il a commencé avec des écuries de Formule 3 britannique, Formule 3000. Pour ceux qui ont vu la série Senna sur Netflix, bien, la fameuse course où Ayrton Senna sur West Surrey Racing se bat contre Martin Brundle dans une Jordan, eh bien, c'est bien sûr ce Jordan-là. Et quand il a fait le saut en 91 pour se partir de son écurie de F1, de mémoire, il a fini cinquième au championnat. C'est la belle livrée 7-Up là, que tout le monde aime, celle dans laquelle Schumacher, bien sûr, tu l'as mentionné, a débuté. Donc, Mhm. Eddie Jordan, oui, était quelqu'un d'extrêmement créatif, extrêmement proactif et il a réussi tant bien que mal à faire survivre son écurie et en toute fin a réussi à la vendre et faire beaucoup d'argent avec ça, alors qu'il aurait pu faire banqueroute là, à plusieurs reprises. Et il avait le tour d'aller chercher des commanditaires à droite, à gauche. Des fois, c'était aussi bête qu'avoir un commanditaire qui est un fournisseur de pâtes en Italie. Il avait mis des collants sur son auto, mais eux leur fournissaient de la nourriture à son équipe. Donc, c'est des choses comme ça. Puis, Eddie Jordan, ben, il a quand même connu quelques victoires. Hans-Harald Frentzen s'est battu pour le championnat vers la fin des années 90 avec une Jordan. Donc, moi, ce que j'aimais d'Eddie Jordan, c'est vu que c'était quelqu'un de tellement créatif. Puis, je voulais justement, tu sais, des anecdotes sur Jordan, il y en a une grande pile, mais une qui m'avait vraiment marqué. Puis, c'est drôle parce il y a eu ça me rapporte à la semaine dernière où il y avait de la pluie à Melbourne. Lorsqu'ils ont gagné à Manicourt, c'était en 99, si je me trompe pas. À l'époque, il avait envoyé un de ses employés qu'on appelait Big Dave plus, tu sais, loin du circuit avec un téléphone cellulaire Ah, et c'était dis-moi comment qu'il pleut, tu sais, à quelle intensité la pluie s'amène, la vitesse du vent et la direction du vent. Il avait réussi tu sais, il avait appelé et eux avaient basé leur stratégie un peu en fonction de ça. Et même avec les radars qu'on a maintenant, les écuries n'ont pas toujours on va dire, sont pas assez pointus des fois pour avoir la stratégie parfaite, mais à l'époque où ces outils-là n'étaient pas là, Eddie Jordan, avec sa créativité et des employés fidèles, réussissait à tirer son épingle du jeu avec des moyens du bord. Alors, je trouvais ça super drôle de pointer ça. mais Puis, tu ris, tu, ouais. tu ris de la situation, mais encore aujourd'hui, à cause Mm. de cette journée-là ou de ce qu'il a fait, il y a encore des écuries qui utilisent cette stratégie-là qui est
qui est vraiment pas Ah, technologie, là, mais qui est vraiment d'avoir quelqu'un pied sur terre, plus loin du mhm, circuit, à un endroit où ce que normalement on identifie la mauvaise température qui va arriver, où les nuages sont supposés arriver, puis on va prendre une lecture, la personne va envoyer des messages, va communiquer avec l'écurie sur place, sur le circuit, mhm, à environ à des intervalles là, de 10, 15, 20 minutes pour mentionner ce qui se passe, c'est quoi l'évolution. Puis on va inclure ça dans nos stratégies, là. Donc, ce qu'il avait fait, autant que ça peut sembler simpliste, puis de dire, ah ben là, voyons donc, tu mets quelqu'un là-bas qui t'appelle sur mhm. un téléphone, mais encore aujourd'hui, c'est encore un élément qu'on peut utiliser à certains endroits, là. Très astucieux, en tout cas, Ouais. j'ai bien aimé. Donc, en résumé, grosse perte pour Eddie Jordan, grosse perte pour le monde de la F1. Il va avoir donné des bons souvenirs. Et moi, ce que je vais trouver intéressant de voir, c'est est-ce que son dernier rapport, son dernier apport, pardon, au monde de la F1 en amenant Adrian Newey chez Aston Martin va continuer comment dire, de progresser et de faire parler d'Eddie Jordan malgré sa disparition. C'est ça. Moi, ce qui m'a marqué d'Eddie Jordan, on n'est pas de la même génération, François. La voiture 7-Up, je la connais, mais je la connais d'une façon, parce que c'est une voiture iconique, c'est une voiture qu'on voit dans les livres de Formule 1, qu'on voit lorsqu'on écoute les débuts de Michael Schumacher, tu le mentionnais, ou lorsqu'on regarde les voitures qui ont le plus marqué leur époque. Cette fameuse voiture-là, 7-Up, tu le disais, il y avait la façon d'accrocher des commanditaires qui étaient tape à l'œil, qui venaient vraiment chercher les gens. Mais moi, c'est la voiture jaune, l'autre Ah catégorie là, oui, de le la fin des... Benson and Hedges, oui. Exactement, que je trouvais très, très belle. Tu le mentionnes, le commanditaire Benton Hedges qu'il y avait dessus. À l'avant aussi, on avait réussi à trouver une façon là, de faire. Moi, je voyais comme des yeux avec des dents. Là, tu sais, c'était quasiment des fois un... Ouais, des fois, j'avais l'impression que je voyais un missile à l'avant du vent. On Hmm. avait l'abeille aussi dans le logo. En tout cas, c'est tout ça pour dire, que je trouvais que c'était une voiture qui était magnifique à l'époque. C'était une voiture aussi qui était un peu à l'image. J'ai l'impression que Jordan est un peu ce que Red Bull a été par après avec Dietrich Mateschitz, du sens qu'on n'a pas, entre parenthèses, on n'a pas d'affaires dans le paddock, mais on est là pareil, puis on prend Mhm. notre place. Puis, tu sais, le côté rocker, le côté rock and roll, ce que Red Bull apporte, là, de dire on met notre musique forte, puis on fait des parties autour des événements de F1, puis tout ça. C'est sûr que c'est pas la même chose, Red Bull. On a toute l'entreprise à côté, là, la multinationale qui peut nous garder, puis nous générer de l'argent. Mais je veux dire, on est le terme qu'on dit en anglais, c'est le L'esprit, oui. outsider, là. Ouais. Pardon? L'esprit est semblable, dans le Ouais, ouais, fond. l'esprit est semblable, exactement, de dire un peu, d'être le plus petit contre la grosse machine, puis essayer de défier un peu les normes, puis le décorum de la F1, de vraiment venir troubler ce championnat-là. Eddie Jordan le fait de façon très, c'est pas à la même essence que ce que Red Bull a fait, a pas été capable de capturer un championnat des constructeurs, tout ça, mais a quand même été un aspirant à le faire, puis finalement a décidé de vendre l'écurie encore là pour le bien des employés, pour le bien du sport. Il savait qu'il l'avait emmené à terme, il ne pouvait pas l'emmener à un autre niveau, donc il a décidé à ce moment-là de vendre ce qu'il avait construit. Mais encore aujourd'hui, cette écurie-là vit d'une certaine façon avec d'autres couleurs. Donc, Mhm. moi, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui pour Eddie. Je voulais quand même, je sais que ça a été parlé en long et en large, mais je pense qu'on se devait de le faire aussi. C'est quand même quelqu'un qui aura à tout jamais marqué l'histoire de la F1. Ça a été aussi un pilote, les 24 heures du Mans. C'est une carrière un peu moins glorieuse de ce côté-là, mais a quand même réussi justement à inscrire son nom à tout jamais dans l'histoire de la Formule 1. Pour un autre sujet que j'avais à adresser avec toi aujourd'hui, ben, on doit encore parler d'ailerons. C'est un sujet qui date depuis Bakou l'année dernière, les ailerons hyper flexibles. La FIA a annoncé comme quoi ils seront beaucoup moins tolérants à l'endroit de ces fameux ailerons-là. C'est le cas de dire, on a changé les tolérances. Donc, lorsqu'on regarde ce qu'on a maintenant du côté de la Fédération internationale de l'automobile, c'est qu'on est capable de prendre une lecture sur la flexibilité de l'assemblée arrière ou l'assemblée avant, là, l'aileron. Lorsqu'on regarde ça, on est capable de voir dans la ligne des puits la flexibilité. Là, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on transpose ça sur le circuit, on installe des caméras, puis selon le positionnement, selon comment que l'oscillement de l'aileron, on est capable de voir c'est quoi la tolérance. Donc, à ce moment-là, on a installé des barèmes de dire si vous excédez tel type d'oscillement, mais à ce moment-là, on dit que c'est une hyper flexibilité, c'est non toléré et on veut pas que l'aileron soit réutilisé lors d'un autre Grand Prix. On assure que pour l'instant,
dans nos lectures, il n'y a rien qui va à l'envers de ce qu'on voulait vraiment dans le règlement, sauf qu'il y a quand même des choses qui nous inquiètent. Puis on a l'impression qu'on n'est peut-être pas capable de voir exactement tout ce qui se passe, tout le mécanisme qu'il y a derrière ça lorsqu'on est à grande vitesse. Ceux qui sont principalement pointés du doigt depuis ce temps-là, depuis Bakou, avec le mini DRS, eh bien, c'est l'écurie McLaren. Je ne sais pas pourquoi qu'on n'a pas décidé de tout de suite regarder ça aux essais hivernaux. On a décidé de poursuivre jusqu'au premier Grand Prix de la saison. Finalement, on s'est ajusté. Pour ce qui est du Grand Prix de Chine, celui du week-end, eh bien, les tolérances ont changé, mais on va quand même être plus tolérant que comment on va l'être rendu au Japon. Donc, si on prend vraiment la lecture du Japon, on décide que la tolérance actuelle est de 2 millimètres sur le mouvement de l'aileron arrière, mais elle sera réduite à 0,5 millimètres à partir du Grand Prix de Suzuka. Euh, Toi, comment tu penses ça, là? Comment tu trouves ça, toute cette situation-là? Es-tu d'accord avec moi que on aurait peut-être dû régler ce dossier-là avant de commencer la saison, plutôt que de commencer à se pencher là-dessus à la ronde 2 puis la ronde 3? Oui, j'abonde dans ce sens-là parce que c'est un peu bête d'amener ça maintenant alors qu'on avait tout le temps nécessaire pour prévenir un peu ce type de situation-là. Là, on arrive de Melbourne, même pas une semaine après, on arrive à Shanghai. Donc, ça laisse pas beaucoup de temps non plus aux écuries pour s'ajuster. Mhm. Il va y avoir 2 semaines avant Suzuka, donc là, ça donne un peu plus le temps justement aux écuries d'arriver avec les nouvelles modifications. Mais oui, tu sais, on aurait eu le temps de régler ça avant et que ça ne devienne plus un enjeu. Clairement, ça fait pas l'affaire de tout le monde parce qu'il y en a qui ils ont des ailerons plus performants que d'autres et c'est probablement justement avec des petites plaintes de la part des écuries qui n'ont pas ce type de dispositif-là et qui voit des choses qui considèrent irrégulières, que ça a levé un drapeau et que maintenant la FIA n'a pas le choix de se pencher là-dessus. Parce qu'en gros, ce que ça fait, c'est que lorsque l'aileron en stress, comme dans Mhm. une grande ligne droite avec énormément de vitesse, il y a une grosse pression qui se fait à l'arrière sur l'aileron, ben, elle va venir faire une flexibilité. Donc, plus qu'elle va changer sa position, qu'elle va se déformer, ben, on va réduire la traînée qu'elle fait, là. En gros, Mhm. la résistance dans le vent que l'aileron donne, que l'aileron aide lorsqu'on arrive dans des virages, cet appui aérodynamique-là, ben, on l'a pas besoin dans les lignes droites. Donc, à ce moment-là, cette distorsion-là du morceau va venir aider l'écurie à réduire sa traînée. Ce que là, moi, j'ai pas de problème. Moi, je trouve que c'est une évolution aérodynamique, c'est de la Tout à fait. Ouais. technologie. J'ai pas de problème là. Où ce que j'ai un problème, je l'ai déjà fait savoir, c'est si le DRS ouvre. Si à ce moment-là, on a une certaine ouverture qui vient de se faire, le dispositif de réduction de traînée, qui doit, selon le règlement, tu as le droit de l'activer lorsque tu es à moins d'une seconde d'une auto en avant de toi et tu es dans les zones DRS. Mais lorsque tu commences à avoir cet avantage-là à différents endroits sur le circuit, à des endroits où il n'y aurait pas de zone DRS, à des endroits où tu n'aurais pas le droit au DRS, ben là, je trouve que là, tu contreviens au règlement. Et là, je comprends que la FIA doit se pencher là-dessus parce que là, c'est une grosse zone grise de dire si je suis capable de faire ouvrir mon DRS, même si j'y ai pas droit, mais c'est juste une évolution technologique qui fait que mon DRS ouvre, je trouve que il y en a pas vraiment de zone grise parce que la ligne est écrite de dire le DRS il est permis seulement dans ces situations-là. Donc, si tu as une ouverture quelconque dans l'aileron qui se fait, tant qu'à moi, c'est illégal, c'est noir sur blanc. Oui, tout à fait. Dans le fond, tu sais, un avantage qu'une équipe se procurerait en ayant ce type de dispositif-là, ben, c'est pas juste, tout simplement. Puis, encore là, le pas juste, d'accord avec toi, si les autres n'ont pas le droit de le faire. Mais si la FIA vient clair là-dessus et dit non, 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 si vous avez un mini DRS ou un phénomène de DRS qui est en résultat à la déformation d'un aileron, qui est, selon nous, une avancée technologique, ben c'est correct, vous pouvez y aller avec ça. Ça, c'est vous contournez le règlement, puis on est à l'aise avec ça parce que bon, en tout cas, je ne verrais pas comment, mais on est à Ben, l'aise avec ça. Mais là, au moins, là, je suis d'accord avec les gens qui disent, ben, les autres équipes ont juste à faire la même affaire. Ben, je suis bien d'accord. Sauf qu'on est dans un air où ce que tout l'argent est contrôlé. oui, Le plafond budgétaire, le temps en soufflerie, le temps en CFD, tout ça est contrôlé. Donc, les écuries, je les comprends que les Red Bull de ce monde, les Mercedes, les Ferrari, les autres écuries qui ont peut-être pas encore cette technologie-là exacte, là, de dire, ah, attends une seconde, là, avant que je mette la main dans ma banque de réserve, de temps en Mhm. soufflerie, que je mette la main dans ma poche sur mon budget que j'ai pour développer une voiture,
y a-t-il moyen d'être clair sur le règlement? Parce que moi, je ne commencerai pas à développer quelque chose que vous allez vous réveiller rendu au Grand Prix de Miami ou du Canada puis dire, ah non, non, ça, on n'en veut plus. Déjà, on avait fixé Espagne, qu'on allait être plus rigide sur les règles. Donc, encore là, je comprends tout le monde de dire, on veut de la transparence, puis on veut savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça, comment qu'on développe nos voitures. Est-ce qu'on les développe dans ce sens-là ou ça, c'est non, 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 puis on continue de faire ce qu'on faisait avant, de dire le DRS reste fermé, puis on n'essaye pas de mettre nos cerveaux là-dessus, puis de se gratter la tête à trouver des X moyens de faire ouvrir cette fameuse trappe-là quand on ne l'ait pas permise d'être ouverte. Ouais, ben ça prend une ligne directrice claire et C'est ça. clairement, on veut pas investir de l'argent dans quelque chose qui va gaspiller de l'argent, tout simplement, investir ou gaspiller de l'argent dans quelque chose qui ne sera pas accepté au bout du compte. Non, non, Donc, exactement. non, en bout de ligne, ça prend une ligne directrice, pareil pour tout le monde, et ça prend aussi les moyens de mesurer ça de façon équitable envers tout le monde. Donc, Ouais. Puis quand j'entends Andreas c'était là de McLaren, tu me mentionnais tantôt avant mhm. qu'on commence à enregistrer, tu me disais, ah, il avait fait à Bakou aussi. Ça fait pas, Oui, il n'y a pas de gain qui est. On n'a pas d'avantage avec notre aileron qui se défait. j'en doute. Ouais, mais moi aussi, j'ai beaucoup de doutes que, comme je le disais, avec le temps, tout ce qui est contrôlé côté monétaire, côté développement, qu'on prenne la peine de faire des morceaux plus flexibles pour gagner aucune vitesse, gagner aucun avantage, ne pas réduire nos temps en piste. Ça va un peu à l'envers de ce Ça fait que pas de tout, sens. ouais, ça va à l'envers de tout ce que ce beau monde-là est payé pour faire, là. Fait que j'ai beaucoup de difficultés de dire qu'on a pris un morceau, on le met en soufflerie, on a fait de la CFD avec, on l'a fait dessiner sur un ordinateur, on l'a envoyé en usinage, on l'a fait produire, on l'a fait produire en plusieurs unités pour être capable d'avoir des pièces de remplacement, mais on a zéro gain avec ce morceau-là. Ça, j'ai énormément de difficultés à croire ça. Je pense qu'Andrea Stella, c'est quelqu'un de très intelligent, mais qui nous prend Ouais, peut-être pour des faut caves. pas nous prendre pour des valises non Non, plus. c'est ça. Bon, en gros, c'est le premier week-end sprint de la saison. Il y en aura 6 pour les gens qui sont un peu moins familiers avec ce type de week-end-là. Je sais que même pour des personnes qui suivent la F1 depuis quelques années déjà, c'est encore complexe, les week-ends sprint là. Comment ça fonctionne déjà? Il y a des séances de qualification, il y en a deux, il y a des courses. Est-ce que ça a un rapport l'un en l'autre? Les deux n'ont pas d'incidence directe l'une sur l'autre. Mis à part, bien sûr, s'il y a des accidents, des choses comme ça pourrait en Ouais. avoir. Mais si on prend des pénalités en qualification sprint, ben, ces pénalités-là se traduisent dans la course sprint. S'il se passe de quoi dans la course sprint, ben, à ce moment-là, ben, là, les répercussions peuvent être prises pendant la course. Donc, il y a tous ces mélanges-là. Les points qui sont ramassés, ben, ça va au championnat. Mais le positionnement de la course de samedi n'a aucun impact sur le positionnement de la course de dimanche. Donc, Désormais, désormais, c'est ça, on parce a que ça fait quand changé. même pas si longtemps Non, c'est que l'année ça a été. dernière qu'on a Ouais. changé ça, qu'on a décidé d'aller avec ça. Fait que c'est pour ça que ce que ça fait, c'est qu'on a seulement une séance d'essai libre. On l'avait aujourd'hui. Ensuite, on a eu la séance de qualification qui décide l'ordre de la course. La course sprint, pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien, c'est que c'est un tiers de distance, c'est 100 kilomètres, ce qui donne 19 tours sur le circuit international de Shanghai. Donc, c'est ce qu'on aura le droit demain de voir cette course-là. Il y a seulement les 8 premières voitures qui marquent des points, contrairement à 10 lors d'une vraie course. Et si tu le veux, ben, plus qu'on en parle, plus que je commence à mettre la table là-dessus, on va se Mhm. diriger tout de suite à la journée de vendredi, ou à nous, on peut dire la nuit de jeudi à vendredi, savoir ce qui s'est déroulé là, dans cette fameuse séance de célèbres-là et ces qualifications sprint. C'est sur le circuit international de Shanghai que se déroule la deuxième ronde du championnat du monde 2025. Shanghai, une ville qui compte 24 millions d'habitants. Bien oui, quasiment un grand Canada au complet dans une belle grande ville. C'est un tracé de 5,451 km qui compte 16 virages, 7 à gauche, 9 à droite. On peut atteindre des vitesses de 347,4 km à l'heure. Zone DRS rallongée de 75 mètres pour cette année dans la grande ligne droite. Le record de piste est en risque d'être battu et on pourrait même dire à cette heure-ci qu'il a été battu. C'était un record de
1,31,095 par Sébastien Vettel en 2018. Et contrairement à l'année dernière, François, on a beaucoup d'adhérence cette année parce que l'année dernière, on s'était présenté avec un circuit qui avait été complètement resurfacé. Puis on Mhm. avait décidé d'essayer une espèce de scellant là, qui avait été on s'était lancé la balle un peu là, du côté. Certains avaient dit que ça n'avait pas été approuvé par la FIA, d'autres avaient dit que oui. Puis finalement, ça faisait pas l'affaire du tout des pilotes. C'était très glissant. Puis là, c'est tout le contraire, là. Les pilotes ont énormément d'adhérence, même dès les premières séances d'essai libre. C'est ce qui a surpris là, à quel point que les temps ont descendu. Pour donner une petite idée, là, juste dans la pratique, on a fait descendre les chronos de la saison dernière de 4,5 secondes. C'est pas peu dire. C'est 4,5, c'est toute une différence, là. Fait que oui, les voitures ont évolué, mais on est forcé d'admettre que c'est pas juste les voitures, là, c'est la piste aussi, parce que sinon, il y a vraiment un problème. Si on a des voitures qui sont 4 secondes et demie plus rapides que l'année dernière, on va avoir des. Disons que ça va être dangereux rendu à la fin de la saison, là, si on évolue si rapidement que ça, présentement. Sur le circuit en général, moi, je le trouve fabuleux. Puis je le trouvais encore plus beau cette nuit. Il a été aménagé, il s'est développé avec le temps. C'est peut-être le fait qu'on n'y a pas été pendant plusieurs années suite à la pandémie. On est retourné pour la première fois la saison dernière. C'est aussi un circuit que j'aimais beaucoup dans les jeux d'F1. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Il y a eu une saison où on y allait pas en Chine, puis la compagnie qui fabrique les jeux, le EA Sports, avait décidé d'ajouter quand même le circuit de Chine dans le jeu. Je trouvais ça le fun parce que c'est un circuit qui me plaît bien à discuter. L'année d'après, par exemple, on l'avait pas remis. Là, il me le manquait un peu parce que j'ai toujours eu du plaisir à, euh, à faire des épreuves sur ce circuit-là. C'est un circuit qui est quand même, bon, peut-être parce que je l'aime, parce que pour moi, il était relativement facile, mais il y a quand même des points qui sont assez techniques. Puis je sais que je suis pas le seul parce que j'ai des auditeurs qui m'ont écrit la même chose, comme quoi que le circuit international de Shanghai était un circuit de fun, non seulement à regarder des épreuves dessus, mais aussi à jouer dans les jeux vidéo, dans les simulateurs. Toi, de ton côté, je sais que tu es un adepte de tout ça. C'est un circuit que tu as déjà évolué dessus de façon en simulation. Tu suis la course depuis longtemps, même si c'est pas un circuit qui a un grand héritage comme les Monza, Silverstone, ces choses-là. On s'est quand même, il s'est bien acclimaté au championnat du monde de Formule 1. Là. On l'aime bien, le Grand Prix de Chine. Oui, tout à fait. Ben, c'est un des beaux designs du designer Herman Tilke qui a fait la majorité, la quasi-entièreté des circuits modernes de F1. Moi, j'aime beaucoup le premier virage signature. Hein, c'est pas un gros. On tourne éternellement dans ce virage-là. Et l'enchaînement, là, 1, 2, 3, 4, là, est vraiment. C'est l'enchaînement signature, je trouve, de ce circuit-là. A priori, il y a vraiment un peu de tout. La deuxième section qui est très sinueuse, ça doit être c'est la plus le fun côté pilotage, hein, avec les grands virages rapides, les bonnes forgées, les pilotes doivent vraiment l'apprécier, surtout lorsqu'on le conduit pour le vrai. Et un des virages que j'aime bien aussi, c'est l'enchaînement 11, 12, 13, 14 avec l'inclinaison qui met la table un peu pour cette grande ligne droite là, du secteur 3 avec le DRS et méga gros freinage. Virage 14, là, que c'est facile de, si on est distrait, de défoncer un peu. On a vu Lando Norris, je crois, là, on va y revenir, mais Je pensais que tu allais parler de défoncer. Lance Stroll la saison dernière. Ouais, Je ben pensais- oui, mais là, la différence, c'est que Lance Stroll, contrairement à quelqu'un qui arrive le pied au plancher, était juste distrait par autre chose parce qu'il allait au ralenti, mais il a quand même trouvé le tour d'aller chercher Ricardo Ouais, lors de dans la la boîte de relance. vitesse. Mais Ouais. oui, c'est exactement cet endroit-là. Je pense que tout le monde qui écoute le podcast et qui ont vu la course l'année dernière, ou même qui n'ont pas vu la course, vont s'en rappeler parce que c'était un des grands faits saillants. Fait qu'en résumé, très, très bon circuit. Puis même le dernier virage que je trouve très intéressant parce qu'il est rapide, hein, c'est pas un 90 degrés, il est un petit peu obtus. Donc, et il y a le gravier à droite du Ben dernier oui. virage qui peut coûter très cher, là. J'ai déjà vu Fernando Alonso attraper la voiture là de main de maître. Je me rappelle bien aussi, il y a comme un genre de petit dénivelé avec la pluie à un moment donné. Je pense que c'était Giovinazzi qui avait perdu son véhicule là. Donc, tu sais, c'est quand même dangereux Lando comme ça. Norris qui a fait la pole la saison dernière, qui a réussi à dessiner la pole malgré qu'il s'est aventuré dans le gravier. Ah oui, Euh, oui, c'est vrai, t'as raison. Ah non, moi, pour vrai, ça, je trouve ça fantastique parce que, comme tu dis, ce virage-là, faut que tu en prennes, faut que tu sois téméraire parce que sinon, tu Mm. vas payer le prix. Mais si tu l'es trop, tu vas payer aussi, là. Fait que c'est vraiment être capable de jongler entre les deux. Il y a aussi l'arrêt au puits qui est particulière, hein. Tu te rappelles que c'est là que Lewis Oui. Hamilton, qui aurait peut-être pu gagner un premier championnat du monde en 2007, mais avait eu cette fameuse
sortie de piste-là, là, en s'en allant pour la ligne des pluies. Ça aussi, elle n'est pas facile, la ligne des pluies. Il faut faire attention parce qu'on arrive avec beaucoup de vitesse. Il faut quand même bien comprendre le point de freinage. Puis souvent, justement, s'il y a eu de la pluie ou quoi que ce soit, ben la piste a séché, mais la ligne des pluies, non. Fait que Mhm. c'est pas évident. Des fois, ça peut être très glissant lorsqu'on s'aventure là. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'œil lorsqu'on regarde ça. Moi, tu le dis, l'enchaînement de tous les virages, c'est très bien fait. C'est vraiment bien pensé. Plus de circuits F1 contemporains devraient prendre à l'étude ce qui a été fait en Chine. Moi, pour ma part, c'est l'épingle que j'aime beaucoup et le dernier virage que tu mentionnais. Pourquoi j'aime ça? C'est que je trouve que ça met la table parfaitement pour construire les dépassements, mais aussi donner un bon spectacle dans le fameux stade, là, on peut l'appeler Ouais. comme ça, où ce que les gradins, les grosses structures pour la ligne des puits, je trouve que ça replace les voitures d'une façon à s'attaquer et à disputer des positions, mais devant les partisans lorsqu'on revient dans la grande ligne droite. Donc, je trouve que tout ça, j'imagine que ça a été pensé. Si ça ne l'a pas été, ben c'est quand même une bonne idée, sans l'avoir imaginé comme ça, de créer cette espèce de duel-là dans les derniers virages, rapprocher les voitures pour être capable de, justement, quand les monoplaces repassent devant les partisans, ben, qu'il y a une certaine compétition qui s'installe dans cette grande ligne droite-là. Donc, pour moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien pensé. C'est un très beau circuit. Bien content de les voir retourner en Chine. On le sait, on contrôlait pas ça. Il y a eu la pandémie qui a mis fin à ses Mhm. aventures là-bas, mais de le revoir l'année dernière, là, on avait eu un bon spectacle en plus. Et même si je suis souvent critique des circuits qu'on décide pour amener des week-end sprints, pour moi, Chine cadre directement dans les caractéristiques qu'on devrait vérifier avant d'emmener un week-end sprint. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, j'abonde dans ce sens également. Je pense que ça va nous donner une course très excitante. On dit demain, c'est cette nuit. Oui, Donc, oui, euh, je suis très content que ça a été choisi comme week-end sprint. En même temps, moi, je suis un gros fan des week-end sprints. Donc, d'en avoir un d'entrée de jeu, pour moi, ça fait juste davantage de courses à regarder dans ma fin de semaine. Donc, j'appréhende la fin de semaine avec beaucoup de positivisme. mais en gros, ce que ça nous donne une course à 11 heures ce soir. C'est quand même le fun. Ça c'est bien, parce que C'est c'est ça. la course véritable à 3 heures du matin que j'ai plus de difficultés Oui, ça, c'est pas à facile. encaisser. 11 heures ce soir, il se peut que je la regarde en direct. Personnellement, j'ai une grosse fin de semaine, c'est le March Madness de basketball, donc Bien sûr. j'ai une grosse journée demain, moi, fait que je voulais me reposer un peu pour être sûr de pouvoir subir les foudres de tous mes amis basketballeurs. Mais c'est ça, la sprint à 11 heures, je trouve que c'est une. C'est sûr Oui, qu'il y en a pour qui ils vont dire c'est tard, ceux qui ont des jeunes enfants et tout ça. Mais tu sais, c'est une course abrégée, donc de ça 11 va être heures à terminé à minuit. minuit. Ouais, exactement. De 11 heures à minuit, tout devrait être terminé si tout se passe bien. Par contre, par exemple, après ça, on revient au cours de la nuit avec une qualification à 3 heures du matin, toujours les heures du Québec, bien sûr, et une course aussi à 3 heures. Ça, c'est plus difficile. Euh, pour les améliorations pour les voitures, je l'avais dit dans la dernière épisode qu'on a fait ensemble, la première, celle votre guide pour le Grand Prix d'Australie. C'est dur encore de tout vous noter ce qui est amélioré sur les voitures. On apporte du matériel dans différentes écuries, toutes ces choses-là. Sauf que de vraiment savoir est-ce que c'est circuit spécifique ou c'est vraiment des améliorations, on est en train de corriger des problèmes. C'est encore trop tôt dans la saison pour tout vous démêler ça. Moi, je les ai, les listes, je les regarde, je vois ce qu'on apporte du côté des écuries. On se l'attendait. Le Grand Prix, le tracé d'Australie est complètement différent du tracé en Chine. Donc, tout ça, encore une fois, pour le début de la saison, on va attendre un petit peu avec ça. On va être capable, là, quand même, on a des articles là, sur la page Facebook. On vous a parlé justement cette semaine. J'écrivais sur les systèmes de frein qui fonctionnent on est vraiment venu marier notre système de frein avec la suspension avant de la McLaren. Donc, tout ça, on a ces évolutions-là technologiques qui se préparent présentement. Mais pour chaque week-end, ce qu'on apporte, on va peut-être commencer au Japon, là, vous dire un peu c'est quoi les différences entre les voitures. Mais on s'en attendait là, qu'Australie et Chine seraient des voitures complètement différentes. Pour ce qu'on a vu aujourd'hui, ben, ce qu'on a vu au début de la journée, c'est que les Ferrari semblaient bien sur ce circuit-là. C'est pas une surprise. On les attendait en Australie, on les a pas vus. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? On n'a pas eu toutes les réponses, puis on les aura probablement jamais. Mais ça semblait mieux là, dès le départ lors des séances de libre. On voit que les McLaren sont là, les McLaren sont rapides, mais la McLaren est capricieuse dans les virages rapides, donne énormément de difficultés à ses pilotes comme Lando Norris ou Oscar Piastri. Donc tout ça, c'est ce qu'on a pu déceler de la séance de célib qui est
très peu représentative parce qu'on n'a tellement pas beaucoup de temps dans un week-end sprint. Donc, les écuries, là, on essaie d'avoir nos programmes. Chaque écurie font des programmes très différents puisqu'on est sur un temps limité. Ce qu'on a pu voir, c'est que du côté de Stroll, ben, il y a eu un problème mécanique à la fin de la EL1. Ensuite, pour les deux Alpines, problème mécanique du côté de Pierre Gasly et du côté de Jack Doohan. Lui, c'était un peu plus sévère. On a été obligé de remplacer son groupe motopropulseur. Donc, déjà au deuxième Grand Ouh, Prix de la saison, il n'y a pas de ouais. pénalité reliée à ça, sauf que c'est pas le scénario idéal. Non, ben, en fait, il n'y en a pas maintenant, mais quoi, c'est le nombre, c'est toujours trois, le nombre Ouais. de. Ben, c'est Ouais, 4 donc. sur certains composants, ça dépend parce qu'on OK. on est rendu à 24 Grands Prix, donc on a modifié certaines, mais en gros, tu sais, je comprends où tu veux en venir de dire il reste quand même 23 épreuves. Là, Ouais. t'as pas de pénalité parce que tu as changé ton moteur, sauf que c'est quasiment, t'en as une qui s'en vient, là. Tu viens de prendre Ouais, rendez-vous avec une pénalité à un moment dans la saison, là. C'est ce que tu c'est viens de sûr. faire. Ça rapproche ce moment-là drastiquement. Oui, exactement. C'est pas l'idéal après si peu de Grands Prix. Euh, Dans la séance de sprint, là, on a vu encore une fois les voitures c'est très proche. Hein. Oui. La parité, c'est le mot qu'on va répéter le plus souvent, je pense, cette saison. On l'a commencé à l'installer l'année dernière. C'est un mot qu'on n'utilisait pas beaucoup en Formule 1. C'est preuve que le pari a été gagné là, de vouloir passer à l'effet de sol. La séance de qualification n'a pas différé de ça. On regarde les écarts, c'est très près, ça se joue à pas grand-chose. Oui, on a des voitures qui sont un peu plus dominante que les autres, mais une petite erreur peut coûter énormément de positions. On peut en parler si on commence avec Liam Lawson, qui lui l'a encore une fois appris à la dure. Les commentaires d'Helmut Marko sont il dit on est patient chez Red Bull, mais tu sais, en même temps, il le dit d'une façon quasiment en disant on n'est pas patient. De faire attention, c'est sûr que c'est pas l'idéal, on veut pas qu'il se retrouve là. Qu'est-ce que tu penses là avant qu'on commence tout le classement, si on y va avec Liam Lawson en premier, c'est la pire qualification pour un pilote Red Bull depuis très longtemps, donc ils viennent déjà de battre tout ce que Sergio Perez. Il y a seulement 12 Grands Prix d'expérience. Est-ce que tu commences à trouver que c'est déjà une aventure, une mauvaise décision un peu d'avoir choisi lui plutôt que Yuki Tsunoda, ou il est encore trop tôt? Ben, déjà en partant, j'étais plus un fan d'essayer, de tenter la chance avec Yuki Tsunoda que Liam Lawson. On peut pas mettre la mauvaise performance de Lawson sur le dos du fait qu'il est une recrue parce qu'il y a quand même beaucoup de grands prix derrière lui et il performait déjà mieux dans une Racing Bull. Tu sais, Mhm. c'était pas son genre d'être derrière le peloton avec une Racing Bull. Là, il y a une voiture plus performante. Lawson, c'était pas vraiment dans les airs en début de saison. On parlait plus de Jack Doohan, mais Lawson, clairement, ça parle déjà que Tsunoda pourrait prendre son baquet avant longtemps. Puis tu sais, Helmut Marko qui dit qu'ils sont patients, je m'excuse, mais l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que Red Bull, ils sont pas patients. Peu Non. importe c'est qui. Donc, écoutez, Lawson, c'est sa deuxième course, peut-être justement qu'il est encore un peu fébrile de ce qui lui est arrivé en Australie. Moi, j'aimerais juste lui donner quand même sa chance et surtout dans 2 semaines à Suzuka. Je prédis, moi, je fais une prédiction tout de suite que Lawson va très bien performer parce qu'en même temps, c'est un circuit qu'il connaît extrêmement bien pour l'avoir fait en super formule à moult reprises. Donc, euh, c'est vraiment dommage pour lui pour la course sprint. Écoutez, on va voir aussi ce qui va se passer dans la vraie qualif, hein. Il va peut-être rebondir puis amener la Red Bull à l'endroit où elle doit être. Mais clairement, là, Lawson se doit de rebondir et de garder la tête froide parce que ça ne m'étonnerait pas si ces résultats-là perdurent là, quelques courses. Là, je vais me donner un nombre de 6 ou 7 qu'il va y avoir une petite chaise musicale entre Tsunoda et Lawson. C'est drôle que tu mentionnes justement la patience de Red Bull, puis j'avais le goût là, je pense pas que c'est une alternative, mais de dire, imagine le scénario, on se pointe au Japon, puis Yuki Tsunoda est déjà assis dans une Red Bull pour la première fois devant les siens, comment que ça serait un gros coup. J'aime ça, Ben, c'est mais impossible. ça n'arrivera pas. Ben, ça n'aurait pas de bon Oui, sens envers Liam Lawson. Il faudrait que ça soit un méchant fiasco. Oui, c'est oui. très mal commencé, là. Il est dernier, il a été exclu en Q1. Il part dernier dans la course sprint. Fait que tout ça, ça va très mal, mais il faudrait en rajouter, là, vraiment. Ouais, non, il faudrait Je qu'il lui y ait une vraie souhaite pas ça. déconfiture. Ouais. Mais si le Grand Prix du Japon avait eu lieu plus tard dans la saison, un peu, là, ça aurait été vraiment.
sais, qu'un changement se fasse et que Red Bull caresse l'idée, si le Grand Prix avait été là, entre 7 et 10 ou 12 courses là, dans la saison, fort probablement qu'ils auraient mis le paquet pour faire cet événement-là et ça aurait été un Japon enflammé. Ouais, ils auraient succombé à la tentation de Ah, le ouais, faire. Ouais, ouais, ah, c'est tout à ça. fait. Tout à Mais fait. j'en reviens pas, François, qu'on est au deuxième Grand Prix de la saison, puis que je peux déjà commencer à dire, on s'entend, là, c'est pas une alternative, c'est de la fiction, mais qu'on a une conversation sur peut-être remplacer Liam Lawson. En même temps, C'est pas, ouais. c'était prévisible. C'était prévisible que il est jeune. On avait déjà vu ce scénario-là. On a même vu un Pierre Gasly qui avait beaucoup plus d'expérience que lui se Mhm. retrouver dans cette situation-là. Mais j'ai le goût, là, sans qu'on s'étire, parce que je sais que c'est complexe, ce dossier-là, puis tout ça. Mais il y a toujours les gens. Ah, la voiture est faite pour Max. Puis on sait que Alex Albon l'a expliqué, qu'elle n'est pas nécessairement faite pour Max, mais que c'est une voiture qui est tellement capricieuse, puis tellement difficile, que lui aime ça, des voitures tellement sensibles, qui répond vite. Il sent tellement ce qu'il fait avec l'auto. Il est tellement un avec une Ouais. monoplace que pour lui, c'est la norme, mais pour les autres, c'est pas du tout la norme. Là. Tu sais, il y a une explication d'Alex Albon là-dessus là, qui fait, je le dis souvent parce que je trouve que c'est tellement une bonne référence, mais il va avec les gamers qui vont jouer à des jeux, puis on veut de la sensibilité. Puis des fois, si c'est trop sensible, vous allez juste activer un peu la souris ou le joystick, la manette, puis tout va répondre trop vite. Mais lui, c'est ce qu'il veut, Max Verstappen. Mais pour d'autres pilotes, ça vient que ça les stresse, ça vient les coincer. Mais as-tu déjà vu ça, toi? Une voiture qui est faite pour un pilote, mais que personne d'autre serait capable de la conduire. Ben, on l'a entendu souvent à travers l'histoire. Tu sais, mettons, on va parler de Schumacher à certains égards parce que c'était le pilote numéro un, donc peut-être qu'il c'est lui qui avait un meilleur rendu sur la voiture, mais je pense pas qu'une voiture nécessairement est faite pour un pilote. C'est plus un pilote est capable de mieux s'adapter à la voiture. Donc, Max Verstappen, clairement, nous prouve que on peut l'aimer ou ne pas l'aimer avec son attitude, mais ça reste que c'est un pilote tellement complet, tellement en contrôle de son véhicule. Et c'est drôle que tu évoques ça parce que Lando Norris a dit très récemment, tu sais, il avait tendance à vouloir à demander à ses ingénieurs, ah, j'aimerais mieux que la voiture soit comme ça ou comme ci. Et là, il a conclu que il est dans la meilleure voiture du plateau, selon toute vraisemblance, et que c'est lui qui doit s'adapter un peu mieux à la voiture, parce que la voiture peut lui offrir de la performance, mais qu'il doit adapter sa conduite pour pouvoir tirer le maximum de cette auto-là. Donc moi, c'est ce que je pense. C'est juste que la Red Bull est faite comme ça, et Max Verstappen, peu importe le type de voiture qu'il va y avoir en dessous de lui, va être en mesure de tirer le maximum. Bon, on l'a vu, c'est lui qui a gagné la course de boîte à savon au stade olympique l'année dernière. Bon, alors on le voit tout de suite. Non, mais c'est vrai. Red Bull avait organisé ça entre Ouais, les quatre pilotes de c'est l'écurie. toujours le fun ce que Red Bull organise Ouais. entre leurs pilotes. Je sais pas si tu avais déjà vu celui à Spielberg avec les Daniel Ricciardo avec les temps roulottes. Oui, oui, ça a très Oh mal. mon Dieu, c'est pour ceux qui n'ont jamais vu ça, là, allez voir ça, là, c'est à se tordre de rire. La tente roulotte de Max Verstappen n'existe plus, malheureusement. Ouais, non, Ouais. une chance que Kelly Piquet n'était pas couché en Euh, arrière. Non, on recommande pas hein, de voyager en étant dans la tente à l'arrière là, pendant Non. qu'un pilote de Formule 1, surtout pilote à l'avant. Mhm. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, on semble apporter des caractéristiques des fois de la Red Bull qu'elle est tellement complexe, mais je me dis, d'une voiture qui est tellement complexe qu'il y a seulement un pilote au monde qui est capable de la conduire, il me semble que c'est de la fiction ou à ce Ben, c'est pas moment-là, ben, payant pour l'équipe non plus, hein. non, Faut puis à être ce clair. moment-là, faut se pencher sur ce que Max Verstappen est, de dire, il y a juste ce gars-là qui est capable de piloter cette voiture-là. Il y a aucun autre pilote qui serait capable de le faire. Et en tout cas, j'ai de la difficulté avec ça. Ah Le, non. le fait, par exemple, que lorsque ça fait longtemps que tu es dans une écurie, on l'a vu que Michael Schumacher, 5 ans après qu'il arrivait, était capable de vraiment mettre une écurie à sa main, travailler, développer une voiture. On l'a vu aussi chez Mercedes, après avoir été chez Mercedes au début en 2010, ben, a réussi aussi à mettre une éthique de travail, une façon de communiquer, une façon de développer, une façon de prendre des informations pour ensuite construire là-dessus. Donc, tout ça, on le voit, là, que c'est sûr que les pilotes ont un impact là-dessus. Verstappen est quand même là depuis 2016, donc c'est sûr qu'il y a une partie
de l'ADN de Red Bull qui va lui ressembler. Ça se fait de façon organique. Je pense pas que ça se fait juste de façon à ce qu'on veut prendre la direction du pilote. De l'autre façon aussi, c'est que c'est un pilote, un talent générationnel. Comme dans tous les sports, lorsque tu repêches un joueur de concession, ben c'est sûr que tu vas développer ton équipe autour de lui. Tu vas aller chercher des outils pour l'aider à performer. C'est ce qu'on fait du côté de Red Bull. Donc, mais je suis encore une fois surpris de voir un gars comme Liam Lawson, qui est quand même jeune, qui n'a pas nécessairement les vieux réflexes de conduite qu'un gars comme Sergio Perez avait, avoir autant de mal à s'adapter à une voiture pendant que, on l'a vu encore une fois aujourd'hui, le meilleur temps a été réalisé. Je ne veux pas passer sous silence, il faut en parler, par exemple, de la pole position de Lewis Hamilton, bien sûr, c'est un Oh gros oui. sujet. Mais Max Verstappen positionne sa Red Bull encore une fois en deuxième position. Pour un deuxième week-end de suite, deuxième séance de qualification, même si là c'était une sprint, réussit à venir positionner sa voiture très près de la pole position. Pendant ce Ah. temps-là, tu as Liam Lawson qui est en fond de grille. Ben, C'est ça paraît mal pour Lawson, mais tu sais, comme je dis, il y a peut-être des circonstances et peu de maîtrise. En même temps, le nombre de chances qu'il avait n'était pas énorme. Donc, si tu réussis pas tes deux tours lancés, ou l'un de tes deux tours lancés, ben écoute, tu vas payer le prix cher. Donc, puis Verstappen à 16 millième, je pense, de la pole. ouais, 16 millième, 18. là, c'est 18. OK, bon, Ouais. excusez-moi. Non, c'est correct, c'est correct. J'ai un petit 2 millièmes de différence, mais dans tous Oui, on les va cas, te le laisser. c'est On ça, c'est même pas, c'est pas, va te pas le un clin laisser, c'est d'œil, là. vendredi. Ouais, merci. Donc, non, je vais voir à la qualif, la vraie qualif, et aussi comment Lawson peut rebondir dans la course sprint. Euh, Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Ça risque de nous amener beaucoup d'action. Oui, ça va nous donner de l'action. On en voulait. Espérons-le. Oh, Ça fait depuis le 1er février 2024 qu'on parle de Lewis Hamilton chez Ferrari. oui. Puis là, on est arrivé aujourd'hui, puis il est en pole position, habillé en rouge, sort Mhm. de sa voiture rouge avec son casque jaune, et c'est lui qui s'élancera de la première position pour la course sprint ce soir à 11 heures. C'est-tu pas bon pour le spectacle et pour la F1, ça? C'est un grand jour. C'est un grand jour, oui. Parce que j'aurais pas parié là-dessus. Si tu m'avais dit une Ferrari qui va être en première position aujourd'hui, je pense que j'aurais mis mon argent sur Leclerc, surtout que c'est le plus rapide sur un tour donné. Donc, très content pour Lewis Hamilton. Ça montre qu'il maîtrise bien la voiture en ce moment. En même temps, tu m'as dit que c'était un de ses circuits favoris. Il a connu beaucoup de succès ici, donc pas étonnant. S'il connaît bien la piste puis qu'il est capable qui maîtrise un peu mieux la voiture parce qu'évidemment, il a fait beaucoup de tours avec. Là. Il a pas eu la chance de rouler beaucoup avec la Ferrari avant que la saison commence, au même titre que les autres pilotes dans leurs voitures respectives. Donc là, maintenant, il s'apprivoise un peu mieux de sa Ferrari et je suis très content de le voir là. Je veux le voir performer, Lewis. C'est sa fin de carrière. On veut que ce soit une histoire de succès, donc très content pour lui et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. 1:30:849 son tour en pole position. C'est un très beau tour qu'il a fait. D'un autre côté, j'ai regardé la réaction de Frédéric Vasseur après ça dans les Mhm. entrevues. Puis c'était assez drôle ou peut-être inquiétant pour Ferrari, mais ils sont pas au courant de ce qu'ils ont fait. Ils savent pas pourquoi ils sont rapides. Donc, Ah, j'ai déjà entendu ça, me semble, ouais, c'était mais c'était pas Ferrari qui disait ça. non, c'était Mercedes, c'est ça. Mhm. Puis il semblait pas comprendre, donc voulait pas trop se réjouir. Il disait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, mais que là, au moins, ils ont des données à analyser, puis voir, OK, on était rapide là, 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 à essayer de comprendre pourquoi. Donc, il semblait très surpris là, de ce tour-là là, pour que Lewis Hamilton avait accompli. Lewis Hamilton, le premier aussi, lorsqu'il a reçu la confirmation de son ingénieur de course, Ricardo Adami, comme quoi qu'il était en pôle, lui aussi, il était là, ah ouais, sûr, tu sais, il était pas très... Là, Ouais, finalement, il ben, était c'est drôle con. parce que les autres sont surpris, mais un qui était pas surpris, c'était Lando Norris. Donc, Mais Lando Norris a fait tellement d'erreurs dans sa voiture qu'il ne devait pas s'attendre à être en pause, ça, c'est sûr. non, mais il était pas surpris de la performance des Ferrari. Tu sais, Non, il non. savait que, mettons, on n'avait peut-être pas vu vraiment de quel bois les Ferrari se chauffaient en Australie. Donc, Moi, ce voilà. qui m'avait surpris en Australie, puis j'avais posé la question à Kevin dans le podcast, est-ce qu'on change la hiérarchie des forces en présence cette année Ouais, déjà en avec partant, hein, ouais. des gens en partant? Est-ce qu'on le fait? Oui, j'arrête pas de le dire, là. Australie, les caractéristiques, c'est complètement différent. Sauf que ce qui m'inquiétait, c'est que Australie était normalement le genre de circuit où ce que la Ferrari répondait bien.
Sauf que c'est un peu la preuve aussi du changement d'ADN de la Ferrari, de dire on a peut-être concédé des endroits où ce que normalement on était mieux, mais des endroits où ce que c'est très niché. Les caractéristiques se reproduisent pas ailleurs. Donc d'être bon en Australie, ça ne te donne pas grand-chose dans le reste du championnat. Donc, si on est capable maintenant de performer sur des circuits différents, mais qui ressemblent plus au portrait global du championnat, ben ça peut être une victoire en soi et on peut se rapprocher beaucoup plus d'un championnat constructeur ou d'un championnat des pilotes. Ouais, tout à fait. Ensuite, Verstappen, deuxième, disait qu'il se place encore là avec la Red Bull. Red Bull, on a fait un gros changement, séance d'essai libre à la qualification. Dr. Marco disait, on a travaillé fort, on a trouvé des choses. Max nous a donné des informations, dit ce qu'il voulait, puis a réussi à se battre avec la voiture. On semblait surpris aussi là, dans le clan Red Bull là, d'être encore positionné, bien positionné pour le départ. On s'attendait pas nécessairement à ça. Sauf que lorsqu'on regarde la caméra à l'intérieur de la voiture, si vous avez la chance de vous prêter là, au jeu, là, vous regardez Lewis Hamilton ou de l'autre côté, vous allez voir Max Verstappen, vous allez voir que c'est beaucoup moins fluide dans la Red Bull. Il y a des gros coups de volant qui se donnent. Là. Il tient sa voiture serrée puis il se bat. Tu as l'impression que faire une image, là, il a l'impression d'être sur le dos d'un taureau. Là, plus Hmm. que de conduire une voiture. Mais c'est ça que Max Verstappen a réussi à faire, réussi à porter sa voiture en deuxième grille. Et ça nous donne, pour la 14e fois de l'histoire, on a une grille de départ qui va être Hamilton-Verstappen. Ouais, Normalement, ben, normalement, ça donne de l'action pour le premier, deuxième, puis troisième virage au moins. ouais. Ça va brasser. Un petit flashback vers 21 ici. C'est ça. Puis là, toi, si tu t'appelles Oscar Piastri, ben, t'arrives là avec ton popcorn, puis tu te dis, allez-y les gars, ben, allez-y les coqs, les têtes chaudes, allez vous battre dans le premier virage. Moi, je vais attendre mon opportunité parce que j'ai probablement une voiture plus rapide que vous. Fait que si vous y allez trop risqué ou si vous décidez de prendre trop d'aisance dans ce premier virage-là à vous battre entre vous deux, ben moi, je vais prendre mon opportunité aussi, là. Ben, certainement, mais en même temps, il y a Charles Leclerc derrière lui, puis il y Aussi, a hein, George Russell affamé. Donc, hein. j'aime bien la façon que la grille s'est dessinée, parce que oui, tu peux profiter des erreurs ou du fait que les deux pilotes en avant vont se ralentir, mais quand tu es pris dans un sandwich comme ça, puis moi, je le vis dans les courses de simulateur, puis JC pourrait nous le dire lorsqu'il fait ses courses à lui aussi, c'est que c'est beau vouloir attaquer en avant, mais il faut toujours que tu regardes en arrière pour pas perdre une position alors que tu essaies d'aller en chercher. Donc, ça va vraiment être une course intéressante, là. Puis là, de plus en plus, Martin, je suis en train de me dire que je vais rester réveillé à 11 heures, Ben oui, je finalement. suis en train de te vendre le show, là. Puis là, C'est mais tu ça, ça. regardes, là, tu t'es rendu jusqu'à la cinquième place, t'as nommé Russell, mais il faut Mhm. rajouter Norris qui est sixième dans le décor. Norris n'est pas supposé être là, là. Là, Fait je que voulais lui, t'en laisser un peu, puis ah ouais! septième, puis Antonelli, C'est ça. Ah ouais, non, mais on monte la grille, là. Lando Norris, sixième, parce que tout le monde est unanime, puis avec raison. Tu te dis, là, faut regarder dans nos rétroviseurs, puis c'est ce qui a été mentionné par tout le monde à l'avant, là, de dire, ouais, mais on sait que les McLaren s'en viennent. On sait que Piastri est là, il est pas loin. On sait que Norris va remonter. Ce qui nous inquiète du côté de Red Bull, c'est aussi l'usure des pneus. On a réussi à contrôler la chaleur, monter des fenêtres de performance dans les gommes Pirelli pour être capable de faire un bon tour. Sauf que lorsqu'on a fait l'étude, l'échantillon était très court, mais dans la séance du matin, on a eu de la difficulté avec l'usure des pneus, là. On disait que sur l'étude de course, là, les longs relais, on était à peu près une seconde en retard sur les autres. C'est sûr qu'on a comblé à ça, sauf qu'on ne savait pas encore, puisque là, on est arrivé en sprint, en sprint shootout, en qualification sprint, donc on n'a pas pu Ouais. faire d'essai avec des tanks à essence à pleine capacité. Donc à Mhm. ce moment-là, le réservoir d'essence qui est pas plein, on ne sait pas ce que ça va donner, même si dans la course sprint, ben, on n'est pas obligé de mettre plein de carburant pour de voir un peu comment ça va répondre sur l'usure des pneus. Il y a aussi le fait que c'était la première fois qu'on essayait vraiment les gommes tendres pour de la bonne façon, là, qu'on trouvait là, que sur un circuit qui répond bien, qui ressemble à d'autres, sauf qu'on l'a juste fait pendant un tour. Donc, on n'a pas encore une courte étude. Fait que tout ça, là, ça nous donne la table pour une bonne course, mais ça nous met aussi la table pour une très, très bonne séance de qualification qu'on va avoir. Celle-là, malheureusement, je pense pas qu'on va te garder avec nous, François, parce que comme on l'a dit plus tôt, elle va être à 3 heures du matin cette nuit, là. Ben, Mais je vais en profiter demain matin, là, on va être demain matin, exactement. Si on se concentre encore sur la course sprint, comme tu le disais, bien oui, Norris, sixième, Antonelli
Antonelli, septième aussi. Encore là, bien fait, Antonelli, pas très loin, pas largué de son coéquipier, loin de ce que Lawson nous offre du côté de Red Bull. Antonelli se tient près de Russell. Russell cinquième, Antonelli septième. Donc encore là, le jeune, il fait très bien. Yuki Tsunoda, euh, s'il y en a un qui aimerait qu'on parle pas de Yuki Tsunoda, ben c'est probablement Liam Lawson. Mhm. S'il y en a un qui veut qu'on parle de Liam Lawson pour les raisons pour quoi qu'on parle, ben c'est Yuki Tsunoda. Lui, il est huitième. Lui, il positionne sa voiture probablement où ce qu'on aurait dû voir au moins une Red Bull. On dit qu'on avait demandé de Lawson en début de saison on voulait qu'il soit à 3 dixièmes. C'est ce qu'il avait fait lors du premier tour de qualification. Il était à 3 dixièmes de Max Verstappen. Après ça, ça s'est gâté. Du côté de Tsunoda, lui, ben, il se tient. C'est sûr qu'on n'a pas la même voiture, mais d'être dans le top 10, c'est ce qu'on demande pour Racing Bulls. Donc, Tsunoda, encore une fois, une belle performance, le huitième. Mhm, tout à fait. Puis c'est ben justement, ça va dans ce sens-là. S'il continue à performer de cette façon-là, ben l'avenir est brillant. Il va prouver à Red Bull qu'ils ont fait une erreur et ça va lui donner sa chance. Saura-t-il la saisir? C'est drôle, on parle déjà de ça comme si c'était fait, là, mais on n'a comme pas le choix de l'évoquer puis de le penser. Ah, ben, écoute, je veux pas, je dis, je veux pas. On ne veut pas congédier Liam Lawson avant qu'il soit, mais c'est sûr que c'est pas les débuts espérés. Mais encore là, ça peut changer bien vite. On l'a vu. On l'a vu avec du côté de Ferrari, Lewis Hamilton, c'était pas positif la première course. Il finit, termine dixième, ça va pas bien, mais on se retourne, on arrive la course d'après, il est premier. Je dis pas que Liam Lawson, c'est Lewis Hamilton, là, c'est pas la même affaire du tout. Mhm. C'est juste qu'en F1, ça peut changer rapidement. Du côté de Tsunoda, il faut saluer aussi, il est en huitième position, mais le travail de son coéquipier, Hadjar, qui l'a aidé à sortir de la Q2. Isaac Hadjar là, qui a donné la fameuse aspiration Oui, j'ai vu ça, oui. dans la ligne droite. Donc, très, très bien fait, ça. Très beau travail d'équipe. Ça a été exécuté à perfection. Donc, Yuki Tsunoda, il en doit une à Isaac Hadjar pour ça. Ça l'a aidé à arriver là. Puis, regarde, on le voit. Finalement, il est huitième après ça dans la Q3. Donc, c'était une très bonne nouvelle pour eux. Alex Albon, encore une fois, qui réussit à venir porter sa Williams dans le top 10. C'est encore là une très bonne nouvelle. Il a encore le dessus sur Carlos Sainz. Donc là, on voit continue Alex Albon de vouloir montrer que l'écurie Williams, ben, il y a un gars qui est là depuis longtemps, et bien c'est lui. Et de ne pas l'oublier surtout. Mhm. Après ça, Lance Stroll, dixième. Encore une fois, une belle Ben performance oui, de Lance bravo. Stroll. Aston Martin, on les attend pas nécessairement. On n'attend rien de eux cette année. Ils nous ont rien offert durant les séances d'hiver. On a Grand Prix d'Australie, ben, on a vu un petit peu, on a vu des flashs. On a quand même réussi à profiter de la pluie et ces choses-là pour avoir un beau résultat avec Lance Stroll. Fernando Alonso était malchanceux. Mais Lance Stroll qui réussit à se qualifier encore une fois devant le beau, grand, gentil double champion du monde, Fernando Alonso. Donc, très belle performance de Lance Stroll, encore une fois, il faut le saluer. Alonso, onzième, tout juste derrière lui. Oliver Burman, à bord de sa Haas, des moments difficiles chez Haas. On dit que on a des problèmes d'aérodynamisme. Jamais une bonne nouvelle en F1. Ensuite, on dit que on a vu des problèmes là, avec le fameux capot moteur. Je sais pas si tu avais vu ça pendant les séances d'hiver. Le capot, il décollait complètement. Il partait. Non, j'ai Oui. malheureusement manqué ça. Ouais, à haute vitesse, pas vraiment ce Ben, qu'on veut, là. Ouais, c'est ça, c'est pas super. Et en partant, s'il y a des pièces comme ça qui sont plus lousses, ben ça peut faire aussi de la traîne. Ça peut c'est ça. faire de la résistance au vent. Donc, puis, Fait que juste souligner que Bearman a quand même qualifié loin devant son coéquipier. oui, loin devant Ocon, c'est ça. Puis Mhm. pendant qu'on parle de problématiques chez Az, fait que c'est pour ça que je trouve ça quand même intéressant. Puis on est obligé de remodeler un peu l'arrière de la voiture. En tout cas, on est obligé de corriger des choses. On dit que tu sais, Ayao Komatsu a dit que c'était inacceptable ce qui se produit présentement. On est beaucoup plus lent que ce qu'on devrait être parce qu'on est en train de. On a tellement peur que les morceaux volent au vent qu'on est essayé un peu de corriger toutes ces choses-là, là. Donc, c'est un drôle de problème de l'écurie. Si on peut commencer à régler ça puis générer de la vitesse, parce que là, on dit que présentement, on souffre lorsque vient le temps de mettre moins de carburant à bord de la voiture. Ce qui est un peu drôle parce qu'on a eu une époque où ce que Az performait très bien en mode qualification, puis c'était en course qu'on avait de la difficulté. Puis là, c'est le contraire. On dit que c'est
cette imprévisibilité-là aérodynamique est accentuée lorsqu'on enlève du carburant à bord de la voiture, lorsque la voiture est plus légère. À ce moment-là, ben, ça nous cause plus de problèmes. Donc, 12e pour Berman, tu fais bien de le mentionner, qui se qualifie beaucoup devant son coéquipier. Carlos Sainz, 13e, il n'était pas super content de la séance de qualification. Encore, cherche à s'habituer avec la voiture. Il n'était pas aussi content nécessairement du temps qu'on l'a envoyé en piste. Donc, 13e pour lui. 14e pour Bortoleto, encore une fois, a réussi à survivre une Q1. Mhm. C'est très bien de la part du Brésilien. Il avait Dans une jamais mis saveur, les... là. Ouais, puis il avait jamais mis les pieds en Chine. Donc, s'il n'a jamais mis les pieds en Chine, il n'avait jamais couru sur ce circuit-là. Ça va de soi. Donc, Ouais. encore une fois, tu arrives pour la première fois, tu survis la Q1 parmi les meilleurs au monde. Ben, disons que pour l'instant, là, on le rappelle aux gens, là, dans son bagage, Bortoleto a un championnat de Formule 2, un championnat de Formule 3. Disons qu'il va avec sa réputation présentement en F1, là. Il se comporte comme un ancien champion. Ouais, ben, c'est tout à son honneur. En plus, il montre de la régularité. Je sais pas si pour ceux qui ont vu les temps, mais ces temps sont très identiques là, de Q1 à Q2. Donc, et il est devant son coéquipier, un coureur d'expérience en Nico Hülkenberg. Donc, très bien fait pour Bortoleto. Vraiment, lui, il est dans une boîte à savon, mais de la placer en 14e position, c'est tout à son honneur. Donc, Oui, de survivre la Q1, je trouve que c'est très. Ça devrait être l'objectif. C'est tout plate à à fait. dire, là, mais ça devrait être quand même un objectif. Puis il répond en deux jusqu'à maintenant. Mhm. Isaac Hadjar, 15e, en lui qui était le vice-champion en Formule 2, lui qui a eu des moments difficiles. Vous l'avez vu en pleurs, même s'il Ah avait son ouais. casque, là. Ensuite, Dr. Marco, il a dit que c'était ben, Ah oui, que c'était embarrassant. embarrassant. C'est Ouais, les mots. hein. Ben, tu sais, c'est plate pour ça. Je trouve que des fois, Marco aurait peut-être dû Mhm. Ben, tourner c'est de sa la. langue cette fois, mais c'est Marco, hein, Ouais, mais c'est donc la vieille école de c'est pensée, ça, hein. c'est le docteur Dans, Helmut. dans l'époque de M. Marco, du docteur Marco, tu Mm. montes pas tes sentiments, tu pleures pas. Donc, tout ça pour lui. J'ai pas été surpris. J'ai pas été surpris qu'il Non, réagisse comme ça. non, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'on a rarement vu un pilote après un tour de chauffe et comme ça, quand Non, c'est complètement. vrai. S'effondrer comme ça, rendu là, c'est quoi? C'est Horner qui avait dit, on se rappelle, des fois on oublie que c'est encore des enfants, mais moi je suis pas C'est d'accord ça. avec ça. Quand t'es rendu un pilote de Formule 1, excuse-moi, mais t'es un homme, là. Fait que, Mhm. tu sais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, il a attendu toute sa vie pour ça, on n'est pas dans sa peau. Donc, je lui donne le bénéfice, je peux comprendre, mais en même temps, moi personnellement, je me serais gardé une petite gêne, j'aurais gardé mon casque, puis personne n'aurait vu mon émotion à Ben, c'est l'intérieur ça de ça. c'est ce qu'il a essayé de faire, mais c'était tellement, en tout cas, Ouais. je comprends, tu sais, le monde, ils sont vraiment pas contents, là. J'ai regardé plusieurs journalistes qui sont pas contents des commentaires de Dr. Marco, mais c'est la nouvelle génération. La nouvelle Ah génération, on ouais, veut c'est laisser vrai. les gens exprimer leurs sentiments, puis c'est ça qu'on a présentement en F1. On a la nouvelle génération qui arrive. Adjar se sentait à l'aise d'exprimer qu'il était très, très triste de ce qui se Très passe. certainement. Helmut Marko lui a rappelé que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire ça. Puis il y en a d'autres, ben, comme Anthony Hamilton, Lewis Ouais, Hamilton, on dit comme, ben non, ouais, en tout cas. ça Mais roule, man. c'est ça. Mais Mais tout ça il pour a dire, bien rebondi, hein, Isaac Hadjar. ouais, il a bien répondu, puis il a dit, il en veut pas à Dr. Marco, peut-être qu'il va faire attention dans ses sentiments la prochaine fois, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, on reste à voir. C'est à suivre qu'est-ce qui nous réserve l'avenir du côté de Racing Bulls pour Adjar, Dr. Marco et le reste. Du moins, c'est sûr qu'il va vouloir se reprendre ce week-end-ci. Jack Doohan, lui, a réussi à surqualifier Pierre Gasly. Il y a Ben oui! nouveau, nouveau moteur. Les deux Alpine, on n'a pas eu beaucoup de séances de libre, là. La seule petite séance a été très abrégée, donc pas un week-end qui commence de la meilleure des façons pour eux, mais on peut toujours se reprendre, là. Ça peut être une petite carte cachée peut-être pour la deuxième, la séance de qualification qu'on va avoir là, aux petites heures de la nuit à 3 heures du matin. Peut-être qu'Alpine pourrait nous réserver des surprises parce qu'on n'a peut-être pas tout vu ce qu'ils ont en banque là, pour ce week-end-ci. Du côté de Ocon, ben, tu le disais, là, quand même pas mal loin derrière Berman. C'est pas l'idéal du côté de Haas, donc on cherche à trouver des solutions. Reste à voir si on va être capable d'en trouver ce week-end-ci où on va devoir attendre au Japon. Du côté de Hülkenberg, ben lui aussi se qualifie 19e. Ça n'a vraiment pas super bien été pour lui. Quelques problèmes à trouver les bons réglages pour sa voiture, mais encore là, je ne le compte pas pour battu Hülkenberg. Si on voit que Bortoleto était capable de bien faire avec ça, je ne serais pas surpris de voir Hülkenberg bien faire pas nécessairement dans la sprint, mais dans la séance de qualification pour la course. Et Lawson, bon, on l'avait déjà mentionné, le 20e, c'est à oublier pour lui, en espérant qu'il peut
un peu de positif, n'importe quoi de bon, compléter deux, trois dépassements, une Mhm. bonne séance de qualification, une bonne Q1, c'est quelque chose, n'importe quoi. Rendu là, hein, je pense que tout ce qu'il peut prendre de positif, ça va lui faire du bien. Puis de venir montrer un peu là, que Red Bull, on a deux voitures cette saison, puis que Max Verstappen n'est pas tout seul pour se battre contre les McLaren. Ouais, c'est ce que ça va prendre parce que c'est le but de Red Bull, hein. Je veux dire, on ne pourra pas gagner le championnat des constructeurs à une seule voiture dans les points. On l'a vu l'année dernière. Exactement. De ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, toujours très tôt là, pour se prêter au jeu des prédictions. On fait ça pour le Mhm. plaisir. Ben La oui. semaine dernière, moi, j'avais dit que je voyais Charles Leclerc probablement signer la pole position. Finalement, ça n'a pas été le cas pantoute. En Australie, c'est ce qu'on avait vu après les séances de célib. Là, on a eu une séance, mais on a eu une qualification aussi. Donc, on a un plus gros échantillon pour décider ce qui va se produire. Moi, j'y vais encore une fois. Je pense que toutes les bonnes écuries, donc Ferrari, même Red Bull peut nous surprendre, McLaren, peuvent aller chercher une pole position aux petites heures du matin dans la séance de qualification. Pour la course sprint, j'y vais avec les. Je pense qu'il va falloir. On va voir l'état des forces, mais les McLaren vont être très, très forts en mode course. Donc, ça, j'ai hâte de voir ça. Encore là, on va en apprendre beaucoup. On va être capable de voir est-ce que l'écart est si gros, est-ce qu'il est gros comme George Russell qui mentionnait dans des commentaires que l'écart des McLaren présentement est plus gros que Red Bull n'a jamais eu dans leur domination. Euh, Permets-moi d'en douter. Je pense que. Ouais, non, j'ai un gros doute là-dessus, moi aussi. C'est ça. On vend la peau de l'ours très tôt du côté de Russell. Nous habitués avec ça. C'est lui et Hamilton qui avaient notamment concédé tous les trophées jusqu'à 2026 à Red Bull il n'y a pas si longtemps que ça. Puis on n'est vraiment pas dans cette situation-là. Mais j'ai quand même hâte de voir. Je trouve que ça va être une belle façon, la sprint, de prendre un autre petit échantillon, là, puis de regarder les forces, de voir ce qu'on voit les pneus déjà qui tiennent pas sur la Ferrari, sur la Red Bull aussi, mais qu'on voit les McLaren gagner des positions, puis pas être obligé de maintenir de protéger ces gommes-là sur une séquence de 19 tours, parce qu'on dit, nous autres, nos pneus vont rester, donc on peut sacrifier. Est-ce qu'on va voir justement Lewis Hamilton y aller, de dire, ah, moi, j'y vais à fond parce que je veux pas me faire rattraper, ou non, justement, je vais contrôler mes pneus. Tu sais, j'ai hâte de voir parce qu'on a beaucoup d'incertitudes, on connaît pas les voitures, on connaît pas beaucoup les gommes, comment ils répondent encore cette année. Donc, ça va faire une course sprint qui est extrêmement excitante. Puis qu'il va nous donner, comme je te dis, un échantillon qu'on va peut-être pouvoir être capable de construire des analyses là-dessus, de voir un peu plus où ce qu'on se trouve là, dans les forces en présence cette année. Le côté prédiction, je pense encore que dans la sprint, les McLaren sont à surveiller pour quand même signer peut-être un doublé. Puis dans les qualifications, ben, je pense que le champ est quand même ouvert à tout le monde parce que Lando Norris, je ne l'ai pas mentionné, là, mais Lando Norris, encore, il en a échappé une. Là. Lui, il voit là, que c'est pas mal plus dur que qu'est-ce qu'il pensait là, d'être dans la bonne voiture. Là. Il y a des responsabilités qui viennent avec ça, puis il est peut-être pas nécessairement prêt à tous les remplir encore. Ouais, là, à partir de sixième position, s'il y a à avoir un doublé McLaren dans la sprint, va vraiment falloir qu'il fasse zéro erreur. Puis en même temps, on ne sait pas le type de gomme qu'ils vont adopter parce que d'après moi, il va y aller avec une type de gomme plus dure. Il va y aller avec la dure et non pas la médium parce que il va vouloir avoir de la performance sur un long relais. Parce que je sais pas, il y en a peut-être là-dedans qui vont essayer la médium pour avoir de la performance plus tôt et ensuite pouvoir gérer un petit peu mieux La leur McLaren répond vitesse. très bien en gomme dure aussi, fait que je serais pas Donc, c'est surpris. Ouais. ça. Ouais. On le voit, la fenêtre de performance d'une gomme plus tendre, grosso modo, là, tu sais, à un moment donné, ça s'éteint, ça. Donc, on en profite pas longtemps, mais après ça, on va payer le prix. Donc, oui, ça va vraiment être intéressant, mais peut-être, moi, je dirais pas un doublé McLaren parce que Max Verstappen va être dur à dépasser, il va se faire très gros. Mais je pense que je vais mettre un Piastri Verstappen Lando Norris dans ce ordre-là. Dans la sprint. Ah bon, c'est Ouais. bien bon. Ça nous donne un bon spectacle. De toute façon, on a réussi à te vendre le concept. Tu vas être là à 11 heures. Toi, Oui. t'es facile à convaincre. Toi. Puis je suis sûr que nos Ah auditeurs, ouais, c'est facile. je suis sûr que nos auditeurs aussi vont rester debout pour au moins écouter la sprint. Puis comme je vous dis, ben, c'est sûr qu'elle fait un podcast, les résultats vont être là, fait que faites attention.
Mhm. de pas venir nous visiter sur notre page. C'est rare qu'on dise ça, venez pas sur Ouais, notre venez page. pas nous voir, Venez pas écoutez-nous nous voir, venez pas pas. nous voir. Mais du moins, je t'attends que vous avez écouté la course. On veut pas gâcher le week-end de course à personne. Puis aussitôt que vous l'avez vu, ben, venez nous rejoindre. Vous pouvez discuter, les conversations vont être là, puis tout ça. François Goulet, ça a été un plaisir encore une fois de se prêter à l'exercice avec toi pour l'épisode Votre guide Chine 2025. Aïe. Donc, je te souhaite un excellent week-end de course et surtout un grand March Madness pour les adeptes de basketball. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Merci à ceux qui écrivent aussi sur la page, la page Facebook. Je veux saluer Eric Lindros qui écrit souvent. Je ne le connais pas personnellement, mais tu sais, il m'a fait un petit pouce par en l'air. C'est le fun d'avoir une petite tape dans le dos une fois de temps en temps. Donc, j'en profite pour le remercier. Puis tous les autres aussi là, qui participent. C'est vraiment le fun de pouvoir suivre la F1 avec cette communauté-là que tu as créée, Martin. Donc, merci encore pour l'invitation. Puis, on va le refaire, hein, autant que faire se peut. On approche les 8000 abonnés. Peux-tu le croire déjà? On vient de passer le cap des 5000, puis on va atteindre les 8000 abonnés, peut-être au cours du week-end, peut-être avec un petit coup de pouce, là. Des gens qui ont des grandes familles, qui ont des amis de Formule 1 qui peuvent Mm. passer la bonne nouvelle, là. Il nous manque, je pense, un petit peu moins qu'une centaine d'abonnés pour atteindre, de passer au cap des 8000 abonnés déjà en 2 ans. Donc, on a rassemblé déjà 8000 passionnés de Formule 1 pour jaser et avoir du Mm. plaisir, tout ça, puis une très belle communauté. Donc, tu fais bien de le souligner, oui, Eric Lindros, toujours présent sur les réseaux sociaux avec ses commentaires, une personne colorée, très gentille. J'ai eu la Alors, chance d'avoir merci des... des cœurs aussi, Oui, des cœurs incorporés, incorporés. bien sûr, notre commanditaire qui est avec nous, qui nous aide à passer à l'autre niveau sans cesse, des spécialistes dans le domaine des escaliers. Un gros merci encore, François, puis je te souhaite un excellent week-end de course et de basketball. Merci, bonne fin de semaine à tous. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 21 mars. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le Grand Prix de Chine. D'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram, à vous abonner aussi à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.